des champs et des logements délabrés. Donc c'est vraiment à chier quoi. Genre c'est un féminicide en fait. Aïe 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 aïe. Hello tout le monde. Moi c'est Claire. Moi c'est Flo. Et bienvenue sur Illegally Blonde, la chaîne YouTube où on décrypte les discours culturels et médiatiques de notre époque. Ici, on parle autant de mode que de politique que de pop culture, et ça tombe bien car le sujet un chouïa conflictuel du jour réunit ces trois domaines. On va parler de pretty privilège. C'est un concept sur lequel vous êtes probablement déjà tombé, notamment si vous traînez sur internet. En gros, c'est l'idée que si vous êtes belle ou beau, eh bien ça vous facilite la vie et ce à un niveau carrément systémique. Mais est-ce que c'est vraiment démontré et est-ce que ça touche tous les groupes sociaux de la même manière? En fait, c'est un sujet qui est extrêmement complexe mais qui malheureusement est rarement traité comme tel. On voit principalement des takes courtes sur TikTok ou encore sur Instagram qui manquent de nuances et qui du coup ne viennent pas adoucir les traumatismes et les discriminations qui viennent avec ce sujet. Et ça, nous, on trouve que c'est un peu dommage étant donné que selon nous, ce sujet mérite vraiment d'apporter des conversations qui soient complexes, bienveillantes et approfondies. On a donc pensé cette vidéo pour l'aborder sous le prisme de différentes communautés, examiner plein de discours passionnants et essayer de déjouer les nombreuses violences qui reposent sur la beauté. C'est un vaste programme, donc on vous conseille de rester jusqu'à la fin. Alors installez-vous bien confortablement, on respire un grand coup et on réfléchit à tout ça ensemble. Avant d'examiner les systèmes d'oppression dont il descend et de voir s'il est vraiment avantageux ou pas, elle vient d'où en fait cette notion de pretty privilège? Eh bien, principalement d'Internet. En fait, c'est compliqué de remonter au moment exact où cette notion est apparue dans le discours culturel, mais certains s'accordent à dire qu'il s'agit d'une déclinaison du concept de body privilege qui a été développé par la chercheuse Samantha Kwan. Et en gros, ce qu'elle veut dire, Samantha Kwan, c'est que toute personne qui a un corps qui correspond aux normes validistes, racistes et sexistes va être bien traitée par la société. Mais en termes académiques et scientifiques, c'est vrai que le pretty privilège n'a jamais été théorisé selon ces mots exacts. En revanche, il y a de nombreuses études qui attestent du fait qu'être vu comme beau, belle ou jolie, bref, de correspondre aux standards de beauté, ça peut vachement nous faciliter la vie. Les études varient, ça peut aller de 5 voire à 20%, comme en parlait déjà Harvard en 2006 et le MIT en 2015. Et les revenus, c'est un enjeu évidemment matériel. Mais il y a aussi des avantages plus saugrenus, par exemple cette étude américaine qui se penche sur le fait que les personnes jolies ont moins de chances, légèrement moins de chances, d'être arrêtées ou condamnées par le système de justice. Ça me rappelle l'histoire de ce mec dont le mugshot, après son arrestation, était devenu très connu, et il a fait carrière dans le mannequinat, et aujourd'hui il a 1,4 million de followers, s'il vous plaît. C'est pas rien. Ouais, et puis ça fait grave penser au cas de Luigi Mangione, où il y a des dizaines de milliers de personnes qui se proposaient de lui fournir un faux alibi en mode on était en date. Il y a plein de gens qui le trouvent hyper hot. Et ça, en plus du fait d'être d'accord avec ses idées politiques ou pas, mais on va vous renvoyer vers la vidéo d'Alice Capel parce que c'est pas notre sujet. Et l'attractivité des personnalités politiques, hommes comme femmes, a pu jouer un rôle dans des élections, comme le montre une étude aux États-Unis en 1990 et dans une région allemande en 2005. Et ça fait penser aussi au succès de Macron, dont certains vantaient la beauté, et à Jordan Bardella. Mais bon, chacun ses goûts, I guess. Et évidemment, personne n'oserait nier le rôle que joue la beauté dans nos relations sexuelles et amoureuses, étant donné que ça va vraiment ajouter à notre attractivité dans ces domaines. Bon, ce que ça nous dit, c'est que nous avons envie d'attribuer des qualités morales aux personnes qu'on perçoit comme belles. Elles sont plus assurées et sympathiques, donc on va leur donner des postes à plus haute responsabilité et donc potentiellement plus de rémunération. On va avoir un peu plus de mal à les imaginer commettre un crime ou un délit, et elles sont peut-être même plus intelligentes et responsables, donc plus aptes à nous diriger. Évidemment, c'est complètement con, et ça s'appelle l'effet halo.
En gros, c'est quand on a une bonne première impression d'une personne, donc notamment visuelle avec le physique, et qu'on va la faire dégouliner sur le reste de sa personnalité. Donc par exemple sur ses capacités cérébrales avec l'intelligence ou sur sa personnalité avec la gentillesse. Ici, le privilège s'incarne sous la forme de petits voire gros avantages liés à cette présomption de vertu. Mais ce qui est moins souligné, c'est que le fait d'être perçu comme beau ou belle nous donne le droit d'être perçu, d'exister dans l'espace culturel, médiatique et l'espace public. On verra comment ça peut avoir de grosses limites dans le chapitre 3, mais comme on vous l'a dit, cette vidéo c'est tout un programme, c'est une idée qui est complexe, donc on y va tout doucement. Et pour les avantages, il suffit de regarder les industries créatives et plus particulièrement cinématographiques. On voit bien que les personnes qui ont le droit d'apparaître à l'écran correspondent à des standards de beauté qui sont hyper précis, qui le sont de plus en plus d'ailleurs, et qu'elles ont massivement recours à des interventions pour se rapprocher de plus en plus de ces standards de beauté. Il y a notamment l'actrice Jamila Jamil qui en parle beaucoup du fait que les visages des célébrités commencent de plus en plus à se ressembler et que même des personnes comme par exemple Angelina Jolie qui sont vraiment au top du top de ce qu'on considère comme étant quelqu'un de beau, en fait leurs photos sont retouchées. Et ça va de plus en plus loin. En France comme aux États-Unis, il y a un truc qui est mis dans de plus en plus de contrats qui s'appelle le Pass Beauty et qui consiste à aller retoucher les visages des acteurs et des actrices dans les films avec une IA pour qu'ils apparaissent comme étant encore plus belles et beaux. Ce délire collectif est bien sûr décuplé par l'avènement des réseaux sociaux, du digital et des filtres, on ne vous apprend rien. D'ailleurs, on peut constater que de nombreuses personnes qui percent dans l'influence correspondent plus ou moins à des standards de beauté, que ça soit réellement le cas ou alors qu'elles les augmentent avec de la technologie. Et ça n'est pas qu'une conséquence de soutien direct des internautes qui vont aller liker et suivre des personnes qu'ils trouvent attirantes. Parfois, c'est même une politique de certaines plateformes, comme TikTok en 2020, qui a été pris la main dans le sac par The Intercept. En gros, les enquêteurs de ce média ont récupéré des documents où la plateforme demande à ses modératrices, je cite, de supprimer les utilisateurs ayant une forme corporelle anormale, un visage moche, trop de rides ou vivant dans des bidonvilles, des champs et des logements délabrés. Wow, that sucks tremendously. Donc là, on a un magnifique combo de grossophobie, de classisme et de validisme. On peut donner encore de nombreux exemples, mais vous voyez le tableau. Cette capacité à être perçue car belle ou beau peut mener potentiellement à de l'argent, à un capital social et peut donner accès à des plateformes où nos discours vont être entendables, entendus et écouter. Le contre-coup logique de ça, c'est que les personnes considérées par la société comme étant moches ou déviantes des standards de beauté ne vont pas apparaître dans ces espaces. Et quand elles le sont, dans la vraie vie, ça donne du harcèlement. Et dans la fiction, c'est souvent pour incarner des personnages qui sont méchants, déviants, porteurs de mauvais augure. Cela se voit d'autant plus avec les personnes en situation de handicap qui sont souvent des antagonistes dans les films hollywoodiens. La chaîne de Take a fait un excellent essai qu'on vous recommande sur ce sujet. Et ça fait penser à autre chose qui est le fait que dans les Disney, les méchants sont très souvent queer-coded. Cette tendance à attribuer des qualités ou des défauts en fonction de notre apparence, elle est très ancienne chez les humains, notamment en Occident. Et ça s'illustre, entre autres, avec la physiognomonie. Et non, ça n'est pas l'étude des gnomes, c'est un courant de pensée qui consiste à croire, en gros, que certains visages humains ont une ressemblance avec des museaux d'animaux et ensuite à attribuer les vertus supposées de ces animaux au visage humain. Par exemple, les gens qui ressemblent à des renards sont plus rusés, les personnes qui ont des yeux de biche sont plus délicates ou innocentes. C'est encore une fois complètement con, mais c'est aussi très ancien. On estime que ça remonterait à Aristote, donc un philosophe qui était vivant il y a 2300 ans, et qui a écrit le texte Physiognomonica. Ces idées ont traversé l'histoire et ont été reprises par des penseurs pour justifier des idéologies qui considèrent que la physionomie permet de créer des classements moraux entre les êtres humains. Vous la voyez venir la pente bien glissante ? Car évidemment, les théories racialistes se sont jetées sur ce lien prétendu entre la physionomie et la moralité des personnes,
Tout ça pour venir nourrir des théories toutes plus abjectes les unes que les autres et justifier des violences infligées à des groupes ayant supposément un physique et donc une nature différente. Ce sont des discours qu'on a souvent utilisés contre les personnes juives, les personnes noires ou encore les personnes pauvres. Un bel exemple est le cas de Cesare Lombroso, qui est le père de l'anthropologie criminelle et qui a publié un livre en 1897 qui s'appelle L'homme criminel et dans lequel il dit que la délinquance est plus importante chez des personnes qui ont un certain physique et que du coup, ces personnes devraient être traitées avec plus de fermeté. Bref, pas besoin de vous faire un dessin, mais ce lien supposé entre la moralité et la beauté qui va permettre à certains d'obtenir des avantages ou tout simplement d'échapper à certains types de violences, c'est pas nouveau, il a toujours été là. Et comme on vient un petit peu de le voir, ça va permettre de justifier des systèmes de domination qui sont bien plus grands. Du coup, on a vu en quoi correspondre à des standards de beauté peut nous amener certains avantages matériels dans la vie. Mais en fait, c'est quoi ces standards de beauté? Qui les détermine et d'où est-ce que ça sort? Eh bien, c'est une vaste question à laquelle on va essayer de répondre dans ce deuxième chapitre sans vous refaire le coup d'un script de 55 minutes comme notre dernière vidéo. Bon, déjà, petit disclaimer. Il est évident que quand on va dans le détail du détail, la beauté est une notion qui est variable d'une personne à l'autre. Pour illustrer ça, un exemple tout bête, pensez au nombre de fois où vous avez voulu montrer votre crush que vous estimez être une frappe atomique à votre pote et que votre pote était là genre I don't see it. En plus, l'appréciation de certaines caractéristiques esthétiques va vachement varier en fonction de votre milieu social, de votre capital culturel, de votre culture, de vos idées politiques, du type de film de cul que vous regardez si vous en regardez, ou encore de à quel point est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux qui arrivent tout le temps avec de nouvelles micro-trends beauté. Donc il y a évidemment des variables au niveau individuel, mais ce qu'on constate, c'est que tout revient quand même toujours aux mêmes idéaux. Et ces idéaux, vous pouvez le deviner, ils sont régis par le colonialisme, le patriarcat et le capitalisme. Non mais sans rire, c'est pas pour tourner en boucle qu'on vous dit ça, c'est parce que c'est vrai. Prenons la suprématie blanche, par exemple. C'est une idéologie qui vient légitimer le colonialisme en considérant que tout ce qui s'approche de la blanchité est supérieur, que ça soit moralement ou physiquement. Et de toute façon, on a vu que les théories racialistes articulent ces deux aspects. Concrètement, en termes de beauté, ça va se traduire dans le fait que les visages s'approchant d'un standard européo-centré vont être considérés comme plus harmonieux. Donc avec, par exemple, des traits plus fins, des cheveux plutôt lisses ou souples et une peau la plus claire possible. Et ça d'ailleurs, ça s'appelle le colorisme et ça vient entre autres de déjà en Europe entre blancs, en fait avoir la peau claire égale ne pas travailler au champ, égale être riche, donc avant d'être un marqueur colonial, c'était un marqueur social. Cet idéal, il s'est répandu dans le monde entier via la colonisation du monde par les Européens et symboliquement via l'hégémonie culturelle de l'Occident. Hégémonie que l'on retrouve dans la mode, la publicité, le cinéma, Hollywood, et qui, malgré quelques formes de résistance, se retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Mona Chollet consacrait déjà un chapitre entier au racisme dans l'industrie de la beauté dans Beauté fatale en 2012, et Jennifer Padjemi en analyse de manière brillante les conséquences dans son essai Selfie qui est sorti en 2023. Outre les produits lissants pour les cheveux et les interventions esthétiques qui vont venir effacer ou adoucir des traits dits ethniques, il y a aussi au niveau mondial un très gros marché des produits qui viennent blanchir la peau, produits qui ont des conséquences absolument horribles sur les personnes qui les utilisent. Elle en parle dans cet extrait. La liste des effets nocifs est très importante. Si on en abuse, on peut développer des cancers. Si la femme est enceinte, c'est pire puisque le bébé peut développer des malformations graves, des retards cérébraux. Le problème est qu'on en fait un usage plus intensif et que les produits sont plus agressifs car on espère un résultat rapide, non sans effet secondaire. Beaucoup développent des discontinuités de teinte, des vergetures, des boutons
et ainsi démultiplier leur utilisation de produits pour tenter de limiter les dégâts. Certaines en mettent sur leur bébé né plus foncé qu'elles, puis prétendent que c'est son teint naturel. Ce n'est pas uniquement l'hydroquinone, mais aussi des corticoïdes et du mercure qui pénètrent l'organisme. Les dégâts sur le corps sont très graves. Et même si on peut retrouver ces pratiques dans les plus hautes sphères, c'est ancré dans les milieux pauvres et plus c'est bon marché, plus c'est nocif. Tout ça crée donc une hiérarchisation et énormément de souffrance pour les personnes racisées qui vont absorber ces standards et parfois même les reproduire au sein de leur propre communauté. De nombreux témoignages existent par exemple sur le dénigrement que subissent les femmes dites dark-skinned dans la communauté noire. Et pour l'anecdote, je parlais de tout ça avec un ami métis qui m'a raconté qu'il se trouvait très laid quand il était petit, notamment parce que quand il y avait les classements du garçon ou de la fille le plus beau au collège, il était systématiquement noté en dessous de ses camarades blancs. Et d'ailleurs, qui d'autre est traumatisé par les classements de beauté au collège? Est-ce que vous aviez des camarades normaux ou est-ce que vous êtes comme nous? Il y a aussi bien évidemment la question de la grossophobie, étant donné que la grosseur va être liée à de la laideur et à certains défauts moraux. On va pas rentrer trop dans les détails étant donné qu'on en a déjà énormément parlé dans notre vidéo sur les régimes, mais il est évident que les personnes grosses dans notre société vivent énormément de violence et de discrimination, et plus particulièrement les femmes. The Economist a justement publié une série de formats intitulée « Il est économiquement rationnel pour les femmes d'être minces et c'est une tragédie ». Did you know that it is economically rational for women to try as hard as possible to be thin? And that is a tragedy. This is the secret economics of thinness. Across the developed world, the richer people are, the thinner they tend to be. This relationship, though, is driven almost entirely by women. This chart shows the share of men and women in France that are classified as obese and their income levels. Obese women tend to earn far less than their thinner peers, but obese men and thin men tend to earn about the same. The same is true in America, and in South Korea, obese men tend to earn more than their thinner peers. But in each of these countries, richer women are much more likely to be thin than poorer ones. In fact, the correlation is so strong that for an obese woman of average height, losing 65 pounds could have the same impact on her wages as gaining a master's degree. Mais donc, on en revient au racisme, étant donné que la minceur est associée à la blanchité et que les formes sont associées aux personnes racisées et plus particulièrement aux femmes noires. Et ça, c'est démontré dans un essai qui est absolument brillant, qui s'appelle Fearing the Black Body, The Racial Origins of Fat Phobia de Sabrina Springs. En plus de ce racisme qui vient justifier le colonialisme, il y a plein d'autres facteurs qui ont pour conséquence le fait que en Occident, on a des standards de beauté qui sont excessivement stricts et qui mènent, on va pas se mentir, à une forme de détestation de nos corps. La sociologue irlandaise Emma Dabiri le démontre très efficacement dans son essai Disobedient Bodies. Son travail est vraiment passionnant, elle est chercheuse en African Studies et en sociologie du visuel. Dans ce livre, elle explique que cet héritage occidental de body shaming remonte à Platon et a été amplifié par le christianisme, qui a une relation très spécifique à tout ce qui est corporel et charnel. Mais aussi que le philosophe René Descartes a joué un grand rôle dans tous ses discours au XVIIe siècle en théorisant le fait que le corps et l'esprit étaient séparés et que le corps était un outil à dominer et à mettre au service de l'esprit. Dabiri conclut cette explication en citant la chercheuse Suzanne Bordeaux. La croyance que le corps est un ennemi qu'il faut vaincre est profondément ancrée dans la société occidentale. Et en parallèle, Dabiri cite de nombreuses cultures, dont celle des Yoruba, dont elle est descendante par son père. Avant la colonisation, ce peuple avait des façons beaucoup plus fluides d'établir des standards de beauté qui déjà ne reposaient pas exclusivement sur l'aspect visuel, mais qui aussi laissaient la place à toutes les carnations de peau. Voilà pour la petite histoire coloniale, raciste et grossophobe. Mais deuxième petit disclaimer, évidemment, il ne suffit pas du tout d'être blanche et d'être mince pour être considérée par absolument tout le monde comme étant belle. Tout comme ce n'est pas parce que vous êtes une femme noire que vous êtes automatiquement considérée comme étant moche. Même si ça vient souvent avec un bémol, comme en témoigne cette phrase qui est souvent décriée, « t'es belle pour une noire ». En fait, ce phénomène avec cette phrase, il est tellement important que ça a carrément inspiré une série sur Apple TV. Et cette insulte, elle touche aussi d'autres communautés comme les personnes trans.
Il y a notamment Lexi, aka Aggressively Trans, qui en parle dans cette vidéo qui date de 2024. Récemment, il y a eu comme un thème dans les commentaires et les messages que j'ai pu recevoir. Pour commencer, je tiens à dire que je sais que pour tous ces messages, l'intention première est bonne. L'idée c'était de me complimenter, d'être positif, d'être valorisant, d'être gentil. Sauf que les intentions, malheureusement, ça suffit pas. Cette idée, ces messages, ils sont en deux temps et je vous propose, pour mieux les comprendre, qu'on les inverse. Tu es trans, mais tu es belle. Tu es trans et tu es quand même belle. Ce que cette formulation, elle sous-entend implicitement, c'est qu'être trans serait en fait un fait négatif. Un défaut qui empêcherait la beauté. Et ça implique aussi obligatoirement une comparaison avec les personnes cisgenres. Une femme cisgenre est belle, point. Une femme trans est belle pour une femme trans parce qu'elle s'approche dans le regard collectif, dans nos normes et nos canons de beauté, du référent de la normalité d'une femme cisgenre. Une femme trans peut être belle si elle dépasse sa transidentité et si elle semble convaincante dans la féminité sur un modèle cisgenre. Et l'analyse de Lexi nous permet d'enchaîner sur un facteur évidemment primordial, le fait de correspondre aux standards de binarité de genre qui sont donc établis par le patriarcat et l'hétérosexualité. Donc pour les femmes, d'être mince mais avec des formes, d'avoir une bouche pulpeuse mais pas trop, d'avoir des grands yeux un petit peu perdus et innocents, bref, d'être dans une sorte d'équilibre entre le sex appeal et la délicatesse, le tout en ayant l'air plus ou moins naturel selon les classes sociales dont on veut gagner l'approbation. Et pour les mecs, ça se traduit dans le fait d'être grand, plutôt musclé, d'avoir une mâchoire, même d'avoir une gueule, c'est-à-dire un visage un petit peu weird, un petit peu bizarre, mais qui s'inscrit quand même dans une forme de virilité. Et ce qui est évident, c'est que l'apparence des femmes est considérée comme 1000 fois plus importante que celle des hommes. Donc on va non seulement les inciter beaucoup plus à être belles ou jolies, mais en plus, cette beauté va pouvoir s'exprimer d'une façon beaucoup plus étroite et codifiée. Le tout, évidemment, pour correspondre au male gaze qui a été théorisé par John Berger dans un immense essai Ways of Seeing, publié en 1972. Les hommes agissent et les femmes apparaissent. Les hommes regardent les femmes se regardent être regardées. Tout ceci contribue à soumettre les femmes à l'approbation patriarcale, mais aussi à accaparer leurs ressources énergétiques, financières et intellectuelles. Si vous doutez de ce point, on vous conseille vraiment d'aller lire Beauté fatale de Mona Chollet. Il y a certaines formules qui ont un peu mal vieilli. D'ailleurs, Mona Chollet dit elle-même qu'elle formulerait les choses différemment, mais ça reste quand même une démonstration qui est hyper efficace. Et bien sûr, comme le démontrent Chollet, Padjemi, Dabiri et d'autres penseuses hyper stylées, tout ceci est aussi une histoire de classe. Parce qu'outre le fait que les standards esthétiques de la bourgeoisie sont considérés comme plus légitimes, il faut un sacré paquet de thunes pour correspondre à tout ce dont on parle depuis 20 minutes. D'autant qu'on exige que tous ces procédés ne se remarquent pas. Ou alors, il faut avoir gagné à la loterie génétique, ce qui est aussi possible. Mais même ça, c'est rendu de plus en plus compliqué par les micro-trends de beauté digitale qui sont de plus en plus niches et spécifiques. Le tout vient servir les industries du régime, du bien-être, de la beauté et de la mode qui se font des milliards en exploitant nos insécurités générées par tout ce système industrialo, culturalo, religioso, philosophico, digitalo, vénère. Donc, mesdames, notamment, ne vous étonnez pas si vous détestez votre tronche ou que vous complexez sur votre corps, le monde a littéralement été conçu pour que vous soyez comme ça. Et on voit la force de ces standards même dans des communautés qui ont théorisé des modes de vie qui essayent de se détacher de ces systèmes d'oppression. On voit ça notamment dans la communauté queer. Et il y a le journaliste Constant Spina qui en parle entre autres dans son ouvrage Manifeste pour une démocratie déviante et aussi dans un article dédié aux standards de beauté dans la communauté queer. Il nous en dit plus sur ce qu'il appelle le capital normatif. Le capital normatif, c'est la possibilité que les individus ont d'accéder à des droits et à des libertés au sein d'un espace qui promet d'être émancipateur. Cette notion, elle vient de deux généalogies. D'abord, les études d'Eva Illouz sur le capital érotique, donc la capacité dans le monde hétérosexuel pour le coup à rentrer dans le marché de l'affection. Et après, d'une conférence que j'avais faite en 2022 avec Asbi, qui est un artiste basé en Suisse, qui parlait de capital beauté.
un peu de façon provocatrice. Donc en disant que sur Grindr, par exemple, sur les applis queer, dans les espaces queer, en fait, il y avait quand même, qu'il appelait un capital beauté, donc voilà, un privilège lié à notre plasticité physique, plus ou moins correspondante à des normes blanches, validistes, etc. Le capital normatif, pour moi, c'est encore autre chose. À partir de ces deux constats et du fait qu'en fait, en 2022, je suis tombée malade. J'ai une maladie auto-immune assez rare et en 2023, j'ai eu une greffe de cœur. Donc voilà, je suis une personne, on va dire, une personne handi. Je m'interroge sur comment des espaces supposés être des espaces de liberté, donc par exemple la communauté queer, mais plus en général les démocraties, comment au sein de ces espaces de liberté, en réalité, d'un point de vue de validisme, de race, de classe, de genre, etc., tu peux accéder ou pas à des choses, à des droits, à des affects aussi, bien sûr, à l'affection. Donc en fait, il y a un système, au-delà de pouvoir accéder aux applications de rencontres, il y a carrément un système, effectivement, qui détermine à quel point ta vie mérite d'être vécue ou pas. Évidemment, là, je ne parle pas du petit privilège, on va bien plus loin. Le capital normatif, il nous raconte vraiment à quel point la société dans laquelle tu vis te permet de vivre, en fait. Ce qui est très intéressant dans ce concept, c'est qu'il relie la beauté à tout un système de classification plus grand et ce qu'il génère pour les personnes qui en dévient, notamment lorsqu'elles sont sexisées, grosses, âgées, racisées, trans, en situation de handicap, pauvres. Ça fait du monde, hein. Mais du coup, quand on correspond aux standards de beauté, est-ce que c'est bon et on ne vit pas de discrimination ou de violence liées à notre apparence physique ? Eh bien, non. Et là, on touche vraiment à une limite de ce concept du pretty privilège. D'ailleurs, ces limites, c'est un petit peu tabou quand on parle de ce sujet. Mais on aime bien creuser sur cette chaîne, donc on va y aller doucement et gentiment. Avant de nous lancer dans ce dernier chapitre qui sera marqué par la complexité, on tient à vous rappeler que les idées qu'on va étudier n'invalident pas celles du chapitre 1 et 2, qui sont de toute façon démontrées. Mais on va ajouter le prisme de différentes communautés qui, selon les contextes, peuvent rendre l'idée de pretty privilège plus compliquée. D'ailleurs, il y a des analystes qui contestent en bloc cette notion. C'est notamment le cas de Nesrin Slaoui qui en parle dans son livre Notre dignité, qu'on vous invite à lire, dans un épisode du podcast Folie douce et aussi dans des vidéos. Et en fait, dans tous ces contenus, elle soulève des points qu'on trouve hyper intéressants à analyser. Le premier point étant que quand on est une femme racisée perçue comme étant belle, eh bien ça ne vient pas avec beaucoup d'humanisation comme on peut le voir en première partie avec le halo effect. Au contraire, ça vient plutôt avec de la fétichisation et de l'objectification. On en a parlé avec un certain nombre de copines racisées et ce qu'il en ressort, c'est que leur beauté va être instrumentalisée pour asseoir des stéréotypes essentialisants. Genre la beauté d'une femme arabe qui va ajouter à sa sensualité secrètement enflammée, ou encore celle d'une femme d'origine asiatique qui va ajouter à sa douceur et à sa passivité. Bref, c'est vraiment vomitif et ça vient vraiment polluer les relations romantiques, sexuelles et les interactions de ces personnes. Donc c'est vraiment à chier quoi. Et pour les femmes en général, j'aimerais le souligner, en tout cas c'est mon vécu et celui de nombreuses connaissances, attirer le regard patriarcal parce qu'il tire de la satisfaction de notre apparence, ça n'amène pas que des avantages matériels. C'est aussi largement une source de harcèlement sexuel. Je vais vous raconter un petit peu ma vie parce que j'ai un rapport assez multiple à la beauté. Je m'explique. J'ai longtemps été catégorisée comme moche, notamment dû à une acné sévère et une poitrine menue, le tout causé par un SOPK, mais ça c'est une autre histoire. Ça s'est vraiment intensifié, notamment de mes 12 à mes 14 ans, donc au collège, où j'entendais quotidiennement que j'étais laide et que je n'étais pas baisable. On avait vraiment des mecs charmants dans notre classe. Donc je sais, dans une certaine mesure, parce que je restais blanche et mince, ce que ça fait et ce que ça génère comme harcèlement quand on sort des standards de beauté et les séquelles que ça peut nous laisser. D'un autre côté, après cette période, j'ai aussi glow up et j'ai toujours été très blonde, ce qui est associé à une sorte de féminité suprême et donc à une disponibilité sexuelle et à une stupidité, donc ce qui, en plus d'être raciste, est super misogyne. J'ai aussi toujours été très mince et j'ai des caractéristiques qui font que un certain nombre de personnes me trouvent jolie, voire belle, et aussi bien foutue. Je ne vous donne pas mon opinion, je vous répète ce que j'entends. Et je ne compte pas le nombre de fois où des hommes m'ont violentée en me disant à quel point je leur plaisais. Parce qu'en fait, je me fais harceler sexuellement massivement dans l'espace public.
dans le métro, quand je vais danser, dans des bars, dans la rue, par des hommes mais aussi par des adolescents. Je vous parle d'agressions sexuelles, de commentaires ultra-violents, de bruitage, de gens qui essayent de m'attraper. À une époque, c'était quotidien et depuis que j'ai un visage un petit peu plus adulte, c'est plutôt hebdomadaire. Et là, on ne parle même pas des gens qui vous fixent ou qui vous déshabillent du regard. Et bien sûr, le harcèlement sexiste, c'est collectif. 100% des femmes l'ont vécu dans les transports. Mais c'est vrai que ce niveau d'intensité interpelle souvent les personnes de mon entourage. Et moi-même, je me rappelle plein de fois où j'étais complètement à bout de nerfs et je me disais mais pourquoi ça m'arrive autant? Pourquoi moi? Du coup, en y réfléchissant, notamment avec des proches, on est souvent revenu à cette espèce de correspondance à une bonne féminité et à ma blondeur. Ma théorie personnelle, c'est que les femmes qu'on peut placer facilement dans un trope fétichisable, donc dans mon cas la blonde, peuvent se prendre peut-être plus spécifiquement ce type de merde. Et attention, là on vous parle d'un type de galère là lié à la fétichisation de la beauté parmi plein de violences. On n'est pas du tout en train de dire qu'une personne qui ne correspond pas aux standards de beauté ne va pas se faire harceler ou violenter sexuellement. Ce serait absolument faux, car c'est notre vulnérabilité et notre appartenance à des groupes discriminés qui déterminent grandement la violence que l'on va vivre. C'est notamment pour ça que les enfants et les personnes en situation de handicap sont massivement victimes du patriarcat. Donc attention aux instrumentalisations, comme ces juges italiennes infectes qui avaient déclaré qu'une plaignante ne pouvait pas vraiment avoir été violée car elle était trop masculine et donc pas assez jolie. C'est d'une violence inouïe, tout comme quand on considère qu'une femme habillée de manière sexy l'a bien cherchée. Bon, la leçon à tirer de ces excuses, c'est que le patriarcat utilisera n'importe quelle idée pour justifier les violences sexuelles, souvent en les ramenant à l'apparence des femmes, quelle qu'elle soit. Bon, fin de la parenthèse cauchemardesque, on en revient à notre point précédent. Cette histoire d'attention patriarcale malvenue, elle n'invalide pas le halo effect dont on a parlé dans le premier chapitre, et elle n'invalide pas le fait que ça peut venir avec certains avantages, comme le fait d'avoir plus d'opportunités professionnelles ou d'être mieux payé. Peut-être même que vous regardez cette vidéo pour nos idées et pour la symétrie de nos visages. Mais effectivement, on peut considérer que c'est une monnaie de la pièce qui coûte cher. Et d'ailleurs, dans le cas de toi, Claire, c'est souvent attesté par tes proches et ça a même été diagnostiqué par des professionnels de la santé mentale, le fait que ça avait vraiment des grosses séquelles sur toi, surtout en termes d'hypervigilance. Tout comme n'importe quel harcèlement systémique va avoir des conséquences graves sur les gens en fait. Et pour les personnes qui sortent des normes, ça peut vraiment briser des vies. On l'a vu typiquement dans le chapitre précédent avec les personnes qui utilisent des produits de blanchiment de la peau qui sont archi cancérigènes. Et en fait, moi c'est un truc que je sais dans ma chair parce que je l'ai vécu. J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur les régimes, mais voilà, moi j'étais une préadolescente et une adolescente grosse et ça a vraiment donné lieu à du harcèlement grossophobe à absolument tous les étages. Ça m'a profondément brisée psychologiquement et ça a fait que par la suite je suis devenue anorexique et que j'ai littéralement failli mourir à cause de ce harcèlement grossophobe. Une autre anecdote vis-à-vis de mon rapport à moi, à la beauté qui est un peu spéciale, c'est qu'il y a plusieurs choses. Déjà, une personne entre guillemets lambda va considérer que je suis pas grosse, genre que je suis plutôt mince avec des formes, mais voilà. Alors que dans le milieu dans lequel je travaille, qui est la mode, étant donné que je suis mannequin, je suis considérée comme étant grosse en fait. Et il y a aussi le fait que les personnes qui évoluent dans les milieux queer, dans les milieux créatifs, vont avoir tendance à trouver que j'ai un côté atypique qui est très positif, alors que ça m'arrive souvent que des hommes lambda soient en mode elle est chelou celle-là, genre on ne me considère pas comme étant jolie. Bref, comme Claire le disait, on se retrouve souvent dans des entre-deux selon les milieux. Bref, ce niveau de complexité nous a donné envie d'interviewer Douce Dibondo, qui est une de nos penseuses préférées. Elle est autrice, poétesse et journaliste, et elle a abordé la question du petit privilège récemment sur les réseaux sociaux. Et si elle défend fermement l'idée que la beauté apporte des avantages matériels, elle a une proposition intéressante, peut-être nommer le phénomène autrement. Ce que je dis dans ma vidéo, c'est qu'on peut analyser la beauté et le privilège autour de la beauté avec deux approches. La première approche est celle des politiques des identités qui vont considérer qu'à travers une identité donnée, à travers l'intersection d'une identité et des discriminations, on va bénéficier de malus ou de bonus. Et
pour le coup, ici, avec la beauté, dans cette hiérarchie que la beauté opère, on se rend compte que les personnes belles vont bénéficier de plus voilà, d'attractions sociales, vont être mieux embauchées, etc. Et mieux obtenir aussi ce qu'elles demandent en termes de rémunération, etc. Vont dominer aussi les espaces publics, médiatiques, où l'apparence est primordiale. Et en effet, donc, avec cette économie-là de la beauté, il existe quelque chose en retour, c'est-à-dire qu'il y a une dette qui se crée, notamment pour les femmes. Donc on va, jusqu'à un certain point, on va vous considérer comme une personne moralement bonne, mais si vous êtes un peu trop belle, eh ben, il y aura un soupçon de stupidité, de manipulation, de superficialité, etc. Quand on a dit ça, on a dit une première chose, mais on n'a pas tout dit. Et donc moi, je pousse le curseur en disant, en effet, certes, de manière interpersonnelle, dans la vie de tous les jours, au quotidien, le sexisme, le racisme, c'est très dur à vivre quand on est une personne minorisée, quand on appartient aux féminités, on va dire, plurielles. En revanche, dans une approche macro, donc une approche matérialiste, structurelle, on se rend compte que, mine de rien, qu'on le veuille ou non, qu'on refuse ce privilège de la beauté, de la féminité standardisée, on va bénéficier davantage matériel. Et donc, moi, je montrais à quel point ce qui dessert ce privilège de la beauté, c'est peut-être son nom, sa dénomination. Et donc, il faudrait peut-être parler de pyramide de la beauté. Et on le voit bien dans la pyramide de la beauté, c'est que les personnes les plus en bas, ce sont celles qui sont très éloignées des standards de la beauté, donc de la blanchité, donc les personnes noires. Et au fur et à mesure qu'on se rapproche du sommet de cette pyramide, on se rapproche de la blanchité et de ce que la blancheur permet d'avoir comme bonus. Cette proposition de Douce nous semble pertinente parce qu'elle considère la réalité matérielle des choses sans pour autant induire que cette supériorité hiérarchique est un totem d'immunité absolue. Et pour revenir aux idées de Nesrine Slaoui, l'une d'elles est que, notamment au travail qui donc influence nos revenus, être considérée comme une femme très belle peut être à double tranchant. Déjà, un patron qui recruterait surtout pour cette raison pourrait être dans une optique de domination, mais aussi parce que ça risque de nous décrédibiliser. Car beauté égale féminité, et féminité égale stupidité, incompétence, on ne mérite pas d'être là où on est. Et en ça d'ailleurs, quand il est instrumentalisé, le petit privilège peut être un gros argument de masculinistes qui vont s'en servir pour attaquer des femmes et les décrédibiliser. Ou alors pour dénoncer notre privilège de genre parce qu'on pourrait rentrer gratuitement dans certaines boîtes au coup on payerait plus de verre. NDR. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on dit très rarement d'un homme qu'il bénéficie d'un avantage matériel lié à sa beauté, alors que, comme on l'a vu dans le chapitre 1, ça peut arriver. Tous ces discours peuvent paraître contradictoires et pourtant, selon nous, il y a du pertinent dans chacun des points dont on vous parle. On ne dit pas que c'est un entre-deux, mais plutôt que des réalités complexes peuvent s'articuler. Et d'ailleurs, ces débats autour du petit privilège ne sont pas nouveaux, ils ont juste simplement été ravivés pile au moment où on écrivait ce script. C'est une dinguerie. Et pour nous, c'est l'occasion d'avoir des discussions très riches. D'ailleurs, Douce, qui a étudié la sociologie, nous a livré une analyse sur les causes méthodologiques de ces divergences. En fait, en sciences humaines et même dans le monde scientifique, on est traversé par deux approches. Il y a une approche donc qui est plutôt dite holistique, qui est globale, qui va considérer que la société et ses structures et ses institutions sont des forces matérielles qui vont conduire les individus à se comporter de telle ou telle manière, de consommer de telle ou telle manière, que la culture, l'histoire, etc. ce sont vraiment des forces visibles, bien matérielles qu'on peut mesurer. Et donc ça, c'est une approche qu'on doit au père de la sociologie française, Durkheim. Et de l'autre côté, on a cette approche qui est plutôt dite inter-individuelle, et du coup c'est Max Weber, qui est donc un sociologue allemand, qui lui en fait a théorisé à quel point, oui en effet, les institutions, les structures en effet sont très importantes, mais ce sont des individus qui donnent le mouvement à ces institutions-là, ce sont des individus qui prennent des décisions. Certes, les individus sont aussi influencé, vous voyez, par ces forces matérielles, mais c'est tout le temps en mouvement permanent, en fait. Il n'y a jamais un primat de l'un sur l'autre. Et donc, en partant de là, on se rend bien compte que ce que je vous disais sur les deux approches, il y a une approche qui est plutôt inter-individuelle, donc la politique des identités. Qu'est-ce que ça me fait la beauté dans mon quotidien, dans la manière dont les gens me voient, dans la manière dont moi je le reçois aussi? Qu'est-ce que ça me pousse à faire, à adopter en termes de stratégie dans la vie de tous les jours? Donc ça, c'est plutôt la sociologie inter-individuelle de Weber. Et puis, il y a cette sociologie, et notamment on peut l'analyser par le féminisme matérialiste, mais aussi par les études, les Black Studies, où on se rend compte que, oui, certes, individuellement c'est compliqué, mais au niveau holistique, au niveau macro,
La société vous permet d'avoir un accès à des facilités et c'est pas quelque chose que vous allez ressentir dans la vie de tous les jours, mais qui, si on vous avait enlevé cette facilité-là, cet avantage-là, vous le ressentiriez encore plus en termes de frein. Et donc, évidemment que la beauté, notamment pour les femmes, pour les féminités, il y a un contre-coup. C'est la même face en fait d'une même pièce, mais certaines femmes sont plus avantagées que d'autres à cause de cette pyramide-là, et c'est important d'avoir les deux approches pour comprendre tout ce qui se joue à travers la beauté et son dit privilège. D'ailleurs, en parlant de Pretty Privilège, elle a eu une formule qui nous a énormément parlé de « je veux semer des graines ». En fait, nous, quand on fait ces vidéos, c'est exactement ça qu'on veut faire. On vous fournit des analyses, des idées pour que ensuite ça puisse fleurir dans vos esprits. Ce qui nous amène à un autre aspect tricky de la question, l'accès à des espaces où on est visible car toléré, aka les réseaux sociaux, la mode, les industries créatives, et plus particulièrement le cinéma. Notamment avec ce dernier espace où clairement le fait d'être beau ça peut rapporter énormément d'argent, une potentielle portée médiatique qui permet de faire passer des messages, et bien sûr l'embauche est vraiment régie par à quel point vous êtes beau ou pas. Ce qui veut pas dire que les acteurs et les actrices ne bossent pas comme des oufs, mais juste, c'est limite un prérequis à ce stade. When I was younger, when I was only 14, I was told by a drama teacher that I might do okay if I was happy to settle for the fat girl parts. Tout ceci est vrai, mais aussi les femmes trop belles, comme on le formulait tout à l'heure, celles dont le physique est particulièrement exploitable par le patriarcat, peuvent trouver un destin extrêmement sinistre dans ces espaces. Nesrine Slaoui cite notamment un cas évident, celui de Marilyn Monroe. Elle a été exploitée, méprisée, réduite à son apparence alors qu'elle était chanteuse, actrice, danseuse et poétesse. Elle a subi beaucoup d'agressions et elle est morte dans des circonstances douteuses. Et en réfléchissant à ce point, on a pensé à un parallèle moderne auquel on ne souhaite évidemment pas le même destin, la mannequin, actrice et collectionneuse Emily Ratajkowski. Elle est notamment devenue célèbre après le clip Blurred Lines qui est extrêmement objectifiant. Et en 2021, Emily a publié un livre qui s'appelle My Body. Ce sont ses mémoires et on va vous lire un extrait de leur introduction. Par bien des aspects, capitaliser sur ma sexualité m'a valu des récompenses indéniables. J'ai bénéficié d'une reconnaissance mondiale, j'ai accumulé des millions de fans et, grâce à la publicité et aux campagnes de mode, j'ai gagné plus d'argent que mes parents, une enseignante d'anglais et un professeur de dessin ont jamais rêvé d'en gagner dans toute leur vie. Je me suis bâti une plateforme en partageant en ligne des images de moi et de mon corps, faisant ainsi de lui et donc de mon nom quelque chose d'aisément identifiable. Ce qui, en tout cas partiellement, m'a donné la possibilité de publier ce livre. Mais par ailleurs, même si c'est moins visible, devenir un sexe symbole mondial m'a amené à me sentir diminuée, chosifiée. J'ai capitalisé sur mon corps dans les limites d'un monde cis-hétéro, capitaliste, patriarcal, un monde dans lequel la beauté et le sex appeal ne sont valorisés qu'à travers la satisfaction du regard masculin. Si j'ai acquis de l'influence et un statut, c'est uniquement parce que je plaisais aux hommes. Une situation qui m'a permis de frôler la fortune et de m'offrir une certaine autonomie, mais qui, en aucun cas, ne m'a donné une authentique émancipation. Cette autonomie, je ne la conquiers qu'à partir de maintenant, après avoir rédigé ce livre, et donner voix à ce que j'ai pu penser et vivre. Vraiment, on vous conseille fortement ce livre. Elle y mène une réflexion très intéressante sur la sexualité, le male gaze, la beauté. C'est un texte qui nous a toutes les deux fortement marquées et qu'on trouve très bien écrit et très bien édité. Par contre, trigger warning niveau 800, parce qu'elle y décrit un nombre vraiment très important de violences sexuelles dès l'enfance. Parce que le monde entier, à commencer par ses parents et absolument tous les hommes, l'ont objectifiée et l'ont invitée à s'objectifier elle-même. Un chapitre particulièrement percutant est celui où elle accuse le photographe Jonathan Leder. Lors d'une séance photo chez lui, il l'a fortement incité à boire, il a pris des Polaroids sexy d'elle et ensuite il l'a violée. Il a ensuite publié plusieurs livres titrés Emily Ratajkowski dans lesquels il y avait des centaines des Polaroids pris au cours de cette soirée. Et il a même organisé des expositions, c'est vraiment un niveau effarant de violence et d'exploitation. Vous pouvez lire ce chapitre dans le média The Cut. On va vous mettre le lien dans la barre de description. Et d'ailleurs, le manque d'empathie du public quand elle a partagé ce témoignage illustre qu'il peut aussi y avoir une véritable jouissance à voir une femme belle et donc puissante à morfler. Je trouve que c'est hyper présent dans notre inconscient collectif.
Dès qu'une femme est considérée comme attirante, qu'elle le sait, et pire, qu'elle ose en jouer, alors on va la voir être punie. Ça se retrouve dans énormément d'histoires qui ont façonné nos cultures. Prenez Milady par exemple dans Les Trois Mousquetaires, qui est tellement diabolisée et violentée que j'en ai arrêté ma lecture, alors que j'avais pris ce livre justement pour étudier sa caractérisation. À la fin, s'il vous plaît, elle se fait décapiter. Genre c'est un féminicide en fait. Ou encore la marquise de Merteuil dans Les Liaisons dangereuses qui finit défigurée à la fin de l'histoire. Ou dans des références plus pop, Jennifer dans Jennifer's Body qui se fait assassiner par sa meilleure amie moins jolie. Ça reste Amanda Seyfried, Hollywood. Bref, le cinéma et la littérature regorgent d'exemples de vampes, de bimbos, de séductrices qui finissent éventuellement par s'en prendre plein la gueule. Ce que ces cas, certes extrêmes, illustrent à nos yeux, c'est que cette hiérarchie apporte effectivement des avantages matériels, mais aussi qu'elle opère dans un cadre merdique qui est celui du patriarcat hétéronormé qui donc est structuré sur la violence. Même quand par exemple comme Émilie, vous êtes hyper privilégiée, vous avez de l'argent, vous êtes belle, vous êtes cis, vous êtes mince, vous êtes blanche et vous avez un gros capital culturel grâce à vos études et à vos parents. Du coup, ça nous donne envie d'apporter la perspective d'une communauté qui, elle, n'est pas du tout privilégiée et qui est celle des femmes trans. On vous a parlé de Lexi tout à l'heure, mais en fait, pendant qu'on était en train de faire des recherches pour cette vidéo, on est tombé sur le post de la DJ, mannequin, activiste et actrice Claude Emmanuel, dont certains points nous paraissent importants. Dans ce post, elle souligne notamment que pour beaucoup de personnes trans, correspondre à des standards de binarité de genre et donc potentiellement à de la beauté, c'est une question de survie, parce que ça permet d'avoir l'air cisgenre, d'avoir un passing cisgenre. Après, évidemment, selon leurs revenus et leur loterie génétique, ça va être un chemin plus ou moins accessible. Dans tous les cas, il ne s'agit évidemment pas de juger les personnes trans ou pas d'ailleurs, qui essayent de coller aux standards esthétiques ou qui utilisent les outils physiques à leur disposition. D'autant plus quand elles viennent d'un groupe discriminé et qu'elles galèrent déjà. Mais ça n'empêche pas, d'un côté comme de l'autre, d'examiner là où il y a des avantages matériels et là où il y a des violences. Un autre point intéressant souligné par Claude Emmanuel, c'est encore une fois cette limite de la notion de pretty privilège. Elle prend ici l'exemple le plus évident d'utilisation de sa beauté à des fins matérielles monétaires, le travail du sexe. Quand on s'attarde sur celles et ceux qui y entrent, on voit que ce sont souvent les personnes les plus minorisées, précaires, migrantes, racisées, trans, qui se retrouvent contraintes d'incarner les fantasmes et les désirs des dominants pour survivre. Et en plus de cette approche hyper importante et qui n'est pas suffisamment souvent prise en compte, elle termine avec une phrase « Mes potes les plus belles sont pures, pas PDG de multinationales ». Ok, résumons. Le fait de correspondre à des standards de beauté peut amener à des avantages matériels documentés. Cette possibilité est conditionnée par des systèmes d'oppression, le colonialisme, le patriarcat et le capitalisme, qui viennent servir tout un complexe industriel et absorber les ressources de nombreuses personnes. Et même lorsqu'on s'inscrit dans ces standards, ça ne nous protège pas automatiquement des violences liées à notre apparence physique, notamment quand on provient d'un ou plusieurs groupes discriminés. On peut donc parler d'une pyramide de la beauté sans qu'être à son sommet soit vraiment une promenade de santé. Conclusion, c'est la merde partout et c'est tout pour nous. Voilà, bisous! Mais non, évidemment, on va pas vous laisser comme ça. C'est un énorme challenge, mais on aimerait vous laisser partir avec des pistes pour défoncer ce système tout pourri. Déjà, il nous semble que le fait d'avoir des discussions complexes ou des positions de divergence au sein de communautés peuvent être discutées tranquillement, ça permet de démêler tout ça et d'avoir des positions de plus en plus pointues. Donc n'oubliez pas d'aller suivre toutes les personnes dont on parle dans cette vidéo et d'aller acheter leurs bouquins, il y a vraiment de quoi refaire toute sa bibliothèque. Et ça tombe bien, dans Disobedient Bodies, Emma Dabiri cite de nombreuses solutions pour déconstruire les standards de beauté. Elle cite notamment une étude de l'Association des psychologues noirs aux États-Unis qui se sont penchés sur comment les personnes noires pouvaient guérir des traumas causés par les standards de beauté. Et leur conclusion, la beauté est dynamique et contextuelle. Votre valeur est évaluée sur la base de ce que vous faites. Ce que vous faites est le reflet de votre caractère et de votre contribution à la communauté. C'est la source de votre véritable beauté, et non votre simple apparence physique. Ces valeurs peuvent être réaffirmées et mises en évidence pour nos enfants, familles et communautés.
Et tout ceci s'inscrit aussi dans les analyses de penseuses comme l'immense Toni Morrison ou celle de la culture Yoruba. Donc en fait, le slogan « la beauté est à l'intérieur », bah oui, ça peut sonner bullshit parce que ça a été complètement aseptisé et vidé de son sens, mais des chercheurs, notamment décoloniaux, s'accordent tout de même à dire qu'il y a une véritable utilité là-dedans et que, quand on met nos ressources au service de la création de vrais liens, ça peut guérir des communautés entières et augmenter notre estime de soi en agissant pour nous et pour les autres. Et justement, parlons d'action. Parce que bien sûr, il y a le conseil de penser à ce que votre corps est capable de faire et à ce que votre visage est capable de transmettre comme émotion. Et oui, ça peut être pertinent comme pratique sur le long terme, mais en fait ça pose d'autres questions. Par exemple, dans un monde où rien n'est pensé pour les personnes en fauteuil, comment peuvent-elles appliquer ce concept de jouir pleinement de leur corps alors qu'il y a plein d'espaces auxquels elles n'ont pas accès? Du coup, la solution, c'est de faire changer ça. Donc, on va soutenir les collectifs et les assos anti-validisme, mais aussi pour la sécurité des personnes exilées, des personnes trans, des TDS ou pour les personnes queer. Par l'argent, par les likes, mais aussi par des actions concrètes si ces communautés le demandent. Et voici d'ailleurs quelques exemples d'orgas à suivre. Comme le dit Emma Dabiri, disobedient bodies don't just look some way, they act, they get shit done. Une solution concrète qui, à mon avis, doit être entendue et qui porte en elle quelque chose de révolutionnaire, c'est intéressez-vous aux personnes malades, allez voir les personnes âgées, intéressez-vous au quotidien des personnes handies, intéressez-vous au quotidien de personnes autour de vous qui, en fait, juste prennent des traitements permanents. Parlez avec ces personnes, en fait, et venez dans mon quotidien faire les courses avec moi, venez dans mon quotidien travailler avec moi, venez voir au quotidien comment vivent les personnes, parce qu'on a peur d'aller voir les personnes malades, parce que, en fait, la maladie nous renvoie à quelque chose qui pourrait nous arriver, et à la mort, et à des peurs ancestrales. Et moi, aujourd'hui, j'incarne quelque chose que les gens ne veulent pas vraiment voir. Je pense que ça part de là, juste de revenir à des trucs de vie et mort très concrets, comme trucs pratiques, je pense, ouais. Et bien sûr, à un niveau individuel, on peut essayer de littéralement déprogrammer nos cerveaux, en arrêtant de suivre par exemple des comptes auxquels on se compare, en bloquant les newsletters et les comptes réseaux sociaux des marques qui nous incitent à constamment nous juger, bref, en faisant un peu de ménage. Mais aussi d'essayer de porter le moins de jugement possible sur notre apparence, déjà en y pensant le moins possible, mais aussi en s'entraînant à chercher des choses qu'on apprécie à propos de nos défauts. Par exemple, je ne me rappelle plus qui avait dit « mais attendez, je ne vais pas faire un lifting, mes rides, c'est le nombre de fois où j'ai ri ». Et j'ai trouvé cette approche vraiment chouette, en gros, essayer de réhumaniser nos visages et nos corps pour ce qu'ils témoignent de nos vécus et pour ce qu'ils peuvent faire pour nous et pour les autres, plutôt que de ce à quoi ils vont ressembler. Le but peut être de rentrer dans ce qu'on appelle le body ou le beauty neutrality. D'ailleurs, on vous conseille d'écouter le podcast Highway qui en parle beaucoup. Et sinon, un hot take un peu harsh mais hyper intéressant, il y a quelqu'un qui a posé la question à l'actrice Jemima Kirk de qu'est-ce qu'elle donnerait comme conseil à des adolescents qui n'aiment pas leur corps, n'aiment pas leur apparence. Et elle a répondu « Je pense que vous pensez un peu trop à vous-même ». Et bien sûr, c'est le système qui veut ça. Mais justement, cet hyper-individualisme du self-love, du self-improvement, self-blablabla, nous fait effectivement un petit peu trop penser à nous-mêmes. Peut-être qu'on peut se concentrer un peu moins sur nous-mêmes et un peu plus sur nos communautés. Merci d'être resté avec nous et aussi merci pour votre énorme soutien suite à notre dernière vidéo. Ça nous donne vraiment hâte de continuer tout ça avec vous. Comme d'habitude, vous êtes plus que les bienvenus pour partager vos expériences et votre expertise dans les commentaires. Cette conversation est loin d'être finie et on a hâte d'échanger avec vous. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye!